réduire la pauvreté dans les pays ACP en augmentant les revenus des populations. Voilà l'objectif visé par la rencontre des acteurs du secteur agricole d'Afrique de l'Ouest et du centre à Bamako. Améliorer la gouvernance démocratique afin d'assurer une sécurité humaine basée sur le respect des droits, telle est la préoccupation principale des parlementaires de la CEDEAO réunis en atelier à Bamako. 61 dossiers examinés, 2 condamnations à mort, 11 emprisonnements fermes et 21 acquittements. C'est le bilan chiffré de la deuxième session de la Cour d'assises de Bamako qui a clos ses travaux cet après-midi. Mesdames et messieurs, bonsoir, bon début de semaine, merci de nous suivre. Le président de la République a quitté Bamako aujourd'hui pour le royaume des Pays-Bas et c'est dans le cadre d'une visite officielle de 3 jours qui permettra aux 2 pays de raffermir leur coopération. La coopération entre le Mali et les Pays-Bas est diversifiée. Le royaume intervient au Mali dans des domaines comme la gestion de l'eau, le développement rural, la sécurité alimentaire, la santé, le développement social, l'éducation. Amadou Toumani Touré est accompagné d'une forte délégation composée de représentants de divers secteurs d'activité et de son épouse. Le point de cette visite, ça sera avec notre envoyé spécial, Tchessira Dambeli. Le président à l'aéroport de Bamako, c'était aujourd'hui. Le corps du touriste allemand tué vendredi dernier à Tombouctou est arrivé hier ici à Bamako, c'était aux environs de 19h. Le ministre de l'administration territoriale et l'ambassadeur d'Allemagne au Mali qui accompagnaient la dépouille mortelle ont été accueillis à leur descente d'avion par le Premier ministre, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et celui de l'économie et des finances. Ils étaient tous venus exprimer la compassion de la nation malienne au peuple allemand suite à ce drame. Lamine Keïta. L'atmosphère était lourde et la tristesse visible sur les visages des membres du gouvernement à l'arrivée de la dépouille mortelle du touriste allemand ce dimanche après-midi. Après un moment de recueillement du Premier ministre sur la dépouille, le corps fut transporté à la morgue du centre hospitalier universitaire d'odontostomatologie. L'ambassadeur d'Allemagne au Mali a remercié les autorités maliennes pour leur grande disponibilité et leur hospitalité. Ce soir, j'ai fait ce voyage à l'invitation du gouvernement malien à Tombouctou pour amener son corps. Et je suis extrêmement touché par la gentillesse, la générosité, la courtoisie de tous les officiels maliens qui nous ont accompagnés, qui nous ont accueillis ici à notre retour. C'est très touchant et je voudrais remercier les autorités maliennes pour ces gestes. Même à Tombouctou, il n'y avait pas seulement le gouverneur, il y avait d'autres personnes que je connaissais à Tombouctou qui se sont déplacées à l'aéroport pour m'exprimer leur sympathie et leurs condoléances. Tout cela pour moi est très touchant et je suis très reconnaissant. Le message, c'est un message de condoléances, de compassion du peuple malien, de l'ensemble du gouvernement à l'endroit de la famille de la victime, mais également à l'endroit des autorités allemandes, de tout le peuple allemand. Vous l'avez constaté, nous sommes attristés et nous nous inclinons devant cette dépouille avec toutes nos condoléances les plus attristées. Le deuxième message, c'est une condamnation ferme, sans appel, du gouvernement du Mali face à cet acte odieux qui n'honore ni leurs auteurs, ni leurs commanditaires éventuels. Le président de la République l'a dit, le gouvernement l'a déjà dit dans un communiqué, le gouvernement malien mettra tout en œuvre pour que la quiétude, la paix règne sur le sol africain du Mali. Et pour ce faire, le gouvernement du Mali demande aux populations de s'impliquer pour que la violence ne puisse pas avoir raison de la paix sociale. Notre pays est un pays de paix, notre pays est un pays de concorde, notre pays est un pays de riche culture, un pays de brassage interculturel. Rien, mais alors absolument rien, ne doit permettre de perturber cette quiétude, cette paix sociale. La dépouille mortelle du touriste allemand Martin Eugène sera évacuée ce lundi vers son pays d'origine.
Et toujours par rapport à cet événement, nous avons reçu à notre rédaction beaucoup de communiqués condamnant avec la dernière rigueur cet acte qu'ils jugent crapuleux, des communiqués qui nous parviennent ce soir de l'Union des mouvements et associations pour le Mali, de l'Association pour le soutien des forces armées et de sécurité du Mali, du parti Ramat et du Bureau politique national de la Convention sociale démocrate CDS Morotikia. Tous expriment leur sympathie aux parents des victimes, demandent plus de vigilance aux populations et exhorte le gouvernement à œuvrer de manière à ramener la quiétude au nord Mali. Les acteurs du secteur agricole d'Afrique centrale et occidentale sont en conclave depuis ce matin à Bamako. Pendant 2 jours, les participants en collaboration avec l'Union européenne et le groupe ACP à Bruxelles discuteront de dissémination du programme Tous ACP relatif aux produits de base agricoles. L'objectif de ce programme est de réduire la pauvreté dans les pays ACP en augmentant les revenus des producteurs traditionnels et en réduisant leur vulnérabilité au niveau macroéconomique. Reportage Oumar Kourichi. Le programme 3A ACP, conçu en 2007 sur le financement de l'Union européenne à hauteur de 45 millions d'euros, est né d'un constat. La trop grande dépendance des économies de la région d'un ou de quelques produits de base agricole, réduisant ainsi les possibilités de concevoir une stratégie pérenne de réduction de la pauvreté. Après 4 années d'existence, le programme 3A ACP et ses partenaires se rencontrent à Bamako pour présenter les résultats du programme et convaincre les agences de financement de la pertinence de poursuivre ou de reproduire les activités mises en œuvre sous l'égide du programme. Beaucoup de résultats concrets, des stratégies élaborées, 18 stratégies étaient prévues, 17 ont déjà été réalisées, la dernière est en finalisation et la mise en œuvre est efficace. Donc un centre technique régional à Ségou par exemple, pour citer au Mali. Des formations très concrètes sur la gestion du risque sur différents produits de base, des stations de lavage, écopulpage au Cameroun qui ont permis d'améliorer significativement la qualité du café. Dans les 2 régions où il est présent, le programme 3A ACP soutient des activités dans les secteurs comme le café, le manioc, le coton, la gomme arabique, les produits horticoles et des activités transversales telles que la formation en gestion de risque. Au Mali, il a généré plusieurs projets, parmi lesquels le Centre régional technique à Ségou, le projet prévention de la contamination de la graine de coton, le projet appui au secteur malien de la gomme arabique. L'objectif final de ces interventions est de promouvoir la compétitivité de notre secteur agricole afin qu'il continue à contribuer au rôle socio-économique qui est le sien, notamment en matière de réduction de la pauvreté. Les interventions soutenues par le programme sont mises en œuvre par 5 organisations internationales, la Banque mondiale, la CNUSED, le Centre de commerce international, la FAO et le Fonds commun pour les produits de base. Les pays francophones d'Afrique se concertent pour développer l'énergie solaire en vue de réduire l'utilisation du bois. Il s'agit également d'identifier les opportunités d'investissement afin de pouvoir élaborer des politiques énergétiques. Reportage Mamadou Barayougou. Cette 3e école régionale d'énergie fait suite aux 2 premières éditions également tenues ici à Bamako. À travers la présente rencontre, il s'agit d'amener les 7 pays participants, à savoir le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Sénégal, le Togo et le Mali, à tirer le maximum de profit du soleil comme ressource énergétique. Cette 3e école vise 4 objectifs spécifiques, à savoir permettre aux cadres et formateurs d'avoir accès au nouveau développement scientifique et technologique lié à la conversion de l'énergie solaire. 2. Donner des informations réalistes et complètes sur l'état des connaissances et des technologies solaires actuellement disponibles pour l'électrification rurale. Le 3e objectif porte sur l'identification des opportunités d'investissement ainsi que l'élaboration des politiques énergétiques. Quant au 4e but à atteindre, c'est le renforcement des capacités des institutions chargées de l'électrification rurale. Ces objectifs sont justifiés par le bilan énergétique peu reluisant que présente par exemple le Mali. Les bilans énergétiques de nos pays comportent une part marginale d'énergie renouvelable. Dans le cas particulier de notre pays, le Mali en 2009, cette part était de 1% seulement. Tandis que celle du bois énergie et de l'électricité
se situaient respectivement à 78% et à 3%. C'est vous dire l'ampleur des efforts qu'il nous reste à faire. La situation est d'autant plus alarmante que l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ISESCO, le GIZ ou encore l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en France n'ont pas hésité à apporter leur soutien à l'organisation de la 3e école d'énergie solaire. Le ministre de l'Administration territoriale et des collectivités locales, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune, chargée de la fixation des dates officielles des fêtes musulmanes et du début du mois de Ramadan, informe la population que le mois lunaire Muharram Djomine Kalo a débuté au Mali le samedi 26 novembre 2011. Contribuer à améliorer la gouvernance démocratique du secteur de la sécurité et assurer une sécurité humaine basée sur l'état de droit, le respect des droits humains et les principes de bonne gouvernance, tels sont les principaux sujets au centre des débats entre parlementaires de l'espace CEDEAO à la faveur d'une rencontre dont les travaux ont débuté ce matin à Bamako. La rencontre, qui dure 2 jours, regroupe l'ensemble des pays membres de la CEDEAO. Amadou Ouattara, compte rendu. Renforcer l'habilité et l'autorité des parlements au niveau régional et national dans le domaine de la sécurité et de la paix et promouvoir un dialogue franc entre parlementaires tout en incluant la société civile sur les questions de paix et de sécurité. Voilà autant de sujets auxquels les assemblées nationales de l'espace CEDEAO tenteront de trouver des solutions. Est-il besoin de rappeler les scènes de désolation dues au conflit relevées depuis quelques années dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest et dont de nombreuses populations continuent de souffrir des stigmates? Parallèlement à ces difficultés, nos pays se heurtent à d'autres obstacles dont la porosité des frontières, l'abondance des ressources dont la mauvaise gestion engendre des conflits. Au-delà du renforcement des capacités de contrôle en matière de défense et sécurité, l'Afrique de l'Ouest dispose d'un cadre stratégique pour promouvoir la paix et la sécurité. Des réponses déterminées et concertées s'imposent. Des actions sont urgentes sur le terrain, bien sûr. Néanmoins, il s'agit de ne pas oublier qu'en démocratie, c'est le peuple et ses représentants, les parlementaires, qui guident les politiques et contrôlent leur mise en œuvre. Ces 2 jours de réflexion et d'échange et qui enregistrent la participation de tous les pays de la CEDEAO permettront aux différents parlements de mieux maîtriser toutes les facettes du contrôle parlementaire du secteur de la sécurité. Le premier thème qui vous réunira aujourd'hui concerne les enjeux politiques du contrôle du secteur de la sécurité. Ce thème devrait vous permettre d'identifier des mesures concrètes pour renforcer le rôle législatif des parlements sur les questions de sécurité. Vous aborderez également la question du contrôle budgétaire du secteur de la sécurité, thème qui, j'en suis sûr, retiendra toute votre attention. Cette rencontre de Bamako est une étape qui fait suite à une réunion semblable organisée l'année dernière à Dakar, au Sénégal, et qui vise à renforcer les capacités des parlements. L'ambassadeur de Suisse au Mali, avec résidence à Dakar, a été reçu en audience cet après-midi par le président de l'Assemblée nationale. Les 2 personnalités ont parlé de coopération entre la Suisse et le Mali dans les domaines comme la décentralisation et l'adduction d'eau potable. Écoutons l'ambassadeur de Suisse au micro de Mahamadou Doumbia. J'ai tenu à rendre visite au président de l'Assemblée nationale au cours de cette mission au Mali avec une délégation qui venait de Suisse afin de lui faire part, de lui réitérer l'excellence de nos relations bilatérales et de lui réitérer aussi la qualité des programmes que nous avons ici au Mali. Nous avons en effet depuis bientôt 35 ans un programme de coopération au développement dans ce pays. Ce programme a des volets au sud du pays, mais aussi au nord Mali. Et j'ai bien sûr abordé avec lui la situation actuelle au nord du pays et la grande préoccupation que nous avons suite aux récents développements et notamment aux enlèvements qui ont eu lieu les 24 et 25 novembre. La situation de sécurité au nord du pays nous préoccupe. Nous souhaitons pouvoir continuer à travailler
avec le Mali, avec les populations et les communautés du nord du pays pour contribuer au développement du pays. Mais pour cela, nous avons besoin de conditions de sécurité suffisantes pour pouvoir continuer à travailler. Je lui ai aussi bien sûr fait part de notre disponibilité à travailler avec le Mali, avec les autorités maliennes dans cette période actuelle en particulier, dans le domaine du dialogue dans lequel nous sommes aussi actifs. Nous sommes actifs donc dans le développement rural, c'est le cas particulièrement au nord du pays, dans la décentralisation et dans l'éducation de base. L'ambassadeur de Suisse au micro de Mamadou Doumbia. Le forum du réseau de la gauche africaine a pris fin hier. Un forum qui a regroupé à Bamako des participants venus de plusieurs pays. Les textes fondamentaux du réseau et des sujets d'actualité ont été au menu des discussions. Les participants ont formulé des résolutions relatives à la consolidation de l'union des partis membres du réseau pour la conquête du pouvoir dans les différents pays. Brahima Kone. Plus de 250 militants des partis politiques de la gauche africaine venus de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique latine ont participé à cette conférence. Une conférence dénommée Forum du réseau de la gauche africaine, ALNEF. La dite rencontre a servi de cadre d'échange sur les textes fondamentaux du réseau et des sujets d'actualité. Et ce fut donc un moment de soutien au parti Sadi et au président de la commission d'organisation du forum. Nous avons décidé, nous les anciens camarades de Oumar Mariko, qui sont dans des horizons divers, de nous unir pour aider notre camarade afin que sa vision, qui est une vision de progrès pour notre pays, puisse triompher. On continue ensemble et quelles que soient nos diversités d'approche dans les débats politiques, non pas sur les objectifs, mais sur comment y parvenir, à quel rythme, etc., ça c'est autre chose. Mais nous sommes ensemble et vous avez le Parti communiste français avec vous jusqu'au bout. Ces représentants des partis socialistes, communistes et progressistes venus de divers horizons étaient unis autour d'une idéologie politique commune. Évidemment, nous sommes unis autour de l'idéologie marxiste-léniniste, comme pour rendre hommage à l'Union soudanaise de Réa, du président Modibo Keïta. Nous sommes unis par cela parce que le président Modibo Keïta nous a formés. Il nous a formés comme pionniers. Il nous a formés dans la voie du socialisme scientifique. Et cette idéologie que la gauche africaine a aujourd'hui mis en avant sur le marxisme est une orientation vers le socialisme et nous voulons aller plus loin que le président Modibo Keïta. Les participants ont formulé des résolutions relatives, entre autres, au renforcement de la lutte pour la cause de la femme en Afrique et au soutien du candidat du parti Sadi aux élections présidentielles. L'une des décisions du forum, c'est que la prochaine Assemblée générale doit se tenir en Tunisie. En rentrée politique de la sous-section de Sabali-Bougou du Parti pour la Renaissance nationale Parena. Au cours de cette rentrée politique, les responsables de la sous-section ont évoqué les échéances de 2012. Mamourou Sidibé, reportage. C'est sous le signe de la forte mobilisation autour des idéaux du parti que la sous-section Parena de Sabali-Bougou a fait sa rentrée politique ce samedi. Au cours de cette rentrée, les responsables politiques ont invité les militants à s'impliquer pour des élections apaisées en 2012. Nous, acteurs politiques, nous souhaitons qu'il y ait des élections libres, transparentes et apaisées. C'est dans cet esprit que nous rencontrons nos militants et nous les formons dans ce sens. Pour les faire comprendre que ces élections, d'abord, il faut aller retirer les cartes d'électeurs. Et ensuite, il faut aller voter pour choisir le candidat de son choix. Les femmes Parena, fières de leur capacité de mobilisation, promettent la victoire au parti en 2012. Dans notre programme, c'est la redynamisation du parti. Et je suis convaincu que ce soit dans n'importe quel parti, et surtout au Parena, l'espoir, c'est pour les femmes. Et le parti, le pilier d'un parti, c'est les femmes. Cette rentrée politique a été l'occasion pour les responsables du parti d'échanger avec les militants à la base pour mieux se positionner dans ces quartiers populaires de Sabali-Bougou.
À Ségou, la coordination des associations et organisations de soutien à Dioncounda Traoré a organisé dimanche un meeting de soutien au candidat de l'ADEMA PSG. La cérémonie a été marquée par plusieurs allocutions et la remise des documents sur la vie du candidat du parti de l'abeille. Candicila, correspondance. Tous pour un pour tous et pour un Mali démocratique, solidaire, juste et prospère. C'est désormais le slogan de la coordination régionale des organisations et associations de soutien à la candidature du professeur Dioncounda Traoré à l'élection présidentielle de 2012. Cette volonté a été exprimée au cours de ce meeting qui a regroupé des centaines de jeunes, les militants et responsables de l'ADEMA PAJ. La coordination des associations et organisations de soutien à Dioncounda Traoré se fixe comme mission de porter leur candidat à la magistrature suprême, car, estiment les jeunes, le candidat de l'ADEMA PAJ incarne l'avenir de la nation malienne. Et c'est l'engagement politique de l'homme, le sens élevé de la responsabilité et du patriotisme. C'est toutes ces raisons qui font que nous, jeunes du Mali, nous sommes mobilisés pour que, Inch'Allah, le professeur Dioncounda soit élu président de la République. Le coordinateur régional des sections ADEMA de Ségou, Babou Traoré, Siaka Djara au nom des élus ADEMA, tout comme le représentant du comité exécutif national, ont salué cette mobilisation et cet engagement de la jeunesse ségovienne. Cette initiative, je la salue et je l'apprécie. Je suis très satisfait en voyant que les jeunes adhèrent à la démarche du professeur, qui est un homme de partage, avec qui on a le Mali en partage ensemble. La cérémonie a été également marquée par la remise symbolique de documents de communication sur la vie du candidat à des associations, organisations et structures du parti. L'ambiance était également au rendez-vous. Et toujours à Ségou, le bureau politique national des jeunes du Rassemblement pour le Mali, RPM, a tenu une assemblée d'échange, ceci dans le but de mieux aborder les élections présidentielles de 2012. Honoré Tchenou, reportage. En initiant cette rencontre avec la jeunesse du Rassemblement pour le Mali, RPM de Ségou, le bureau politique national des jeunes a décidé d'échanger avec les jeunes et partis affiliés afin d'approfondir les débats avec la base sur plusieurs points, à savoir la vie du parti, son passé, son présent, son projet de société et ses perspectives d'avenir avec comme seule ambition la victoire. Après le renouvellement du bureau de la section UJRPM Ségou, nous nous sommes mis à la tâche immédiatement pour élargir nos bases en ouvrant le parti aux militants déserteurs. Les activités ont été possibles grâce à notre propre contribution et grâce à notre forte conviction de pousser le candidat du RPM à la victoire en 2012. Avec en ligne de mire une bonne participation de tous les militants ou même la victoire en 2012, au cours de cette réunion, plusieurs questions et appréhensions ont été posées aux responsables du parti pour prendre en compte les préoccupations de la jeunesse dans le projet de société du RPM afin de rester rassemblés et unis. Un parti qui se prépare, qui veut gérer un pays comme le Mali, qui est une nation, est obligé à un moment donné d'aller vers le peuple. Le peuple RPM et le peuple du Mali, cette jeunesse qui a besoin aussi d'information, d'éducation et de sensibilisation par rapport même à la politique. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui la politique? Comment un parti politique peut préparer les élections? Nous nous sommes dit qu'il faut aller vers cette jeunesse, les expliquer d'abord notre projet de société. Au sortir de cette rencontre, la jeunesse RPM de Ségou a apprécié l'opportunité d'une telle assemblée qui approfondit la confiance réciproque entre la base et les sommets. Direction Niamina, où s'est rendue une délégation du Bureau national politique du parti, Convention nationale pour une Afrique solidaire. Sénas Faso Ere, une délégation conduite par son parrain, le docteur Soumana Sakou. Le docteur répondait ainsi à l'invitation des membres de la coordination des partis politiques de la commune. Ces leaders politiques veulent s'assurer de la candidature du natif de Niamina à la présidentielle de 2012. L'intéressé s'est dit prêt à briquer la magistrature suprême avec le soutien des uns et des autres. Agali Aga Adissa est notre envoyé spécial. Niamina a connu un week-end de grande mobilisation.
Les populations des villages de cette commune et des localités environnantes ont réservé un accueil chaleureux au docteur Soumana Sakou, à la tête d'une délégation venue répondre à l'invitation de la coordination des partis politiques. Les membres de la coordination voulaient s'assurer de la future candidature du natif de Niamina à la présidentielle de 2012. Que tous les partis politiques, parmi les plus grands qui sont représentés ici, que tous ces partis politiques aient décidé que pour la présidentielle, le plus important, c'est le candidat ou la candidate. Ceci est un signe de maturité politique. Donc si le peuple malien estime que j'ai quelque chose à offrir à ce pays, une vision à offrir à ce pays, je suis à la disposition du peuple malien. Le parrain du parti Convention nationale pour une Afrique solidaire, Sénat Sohere, mesure déjà les défis à relever pour contribuer au bien-être de la population malienne. Notre État doit aussi mieux s'organiser pour mieux assurer la sécurité des personnes et des biens, pour mieux assurer la souveraineté du Mali sur l'ensemble du territoire national. L'école, le chômage des jeunes, le manque d'émancipation politique, économique et culturelle de la femme malienne, le monde rural qui ploie sur le coup de toutes sortes de charges. Voilà autant de défis qui doivent nous inciter à rouler de fort. Le futur candidat à la présidentielle a remis des matériels sportifs aux jeunes et une enveloppe d'1 million de francs CFA pour contribuer à la construction d'un château d'eau à Niamina. Auparavant, la délégation avait fait une escale dans certains villages traversés et la ville de Kouloukoulou. Sur un tout autre plan à présent, la jeunesse malienne à la croisée des chemins. Quelles solutions pour l'avenir? C'est le thème d'une conférence débat animée hier au Centre international des conférences de Bamako. L'initiative est de l'association Jeunesse citoyenne et responsable. Les initiateurs ont posé notamment la problématique de l'emploi et la situation scolaire au Mali. La conférence était animée par le docteur Ahmed Sow, président d'honneur du Parti pour le développement économique et social. Fademba Keïta, compte rendu. Ils étaient nombreux, et même très nombreux, à répondre à l'invitation de l'association Jeunesse citoyenne et responsable AJCR. Un déplacement massif qui témoigne de l'intérêt que les jeunes accordent au thème de la conférence. La jeunesse malienne à la croisée des chemins, quelle solution pour l'avenir? Un thème assez évocateur puisqu'il fait ressortir le problème de l'emploi des jeunes au Mali. Actuellement, les jeunes sont dans la rue et c'est pour cela que nous, on a sollicité le conférencier Dr Ahmed Sow pour qu'il puisse nous donner des solutions pour que la jeunesse malienne puisse avoir un espoir. Dans son message introductif, le président du PDS, conscient de la problématique, a surtout insisté sur l'esprit patriotique de la jeunesse. À vous, jeunes du Mali, vous n'avez pas le droit au désespoir. Vous devez retroucher vos manches. Les potentialités du Mali n'attendent qu'à être transformées en atout. Et c'est à vous de le faire. Le conférencier, compte tenu de son expérience et de son expertise, a illuminé la lanterne de l'assistance sur la politique gouvernementale en matière de création d'emplois pour les jeunes. Tout le monde sait que la préoccupation majeure de la jeunesse malienne, c'est les questions d'emploi et de formation. Il est établi aussi que l'État malien a fait beaucoup d'efforts pour essayer de faire face à cet enjeu. La seule réponse, c'est que les Maliens aussi deviennent performants et fassent des formations qualitatives qui leur permettent d'être à niveau. L'adaptation entre les besoins du marché et les formations, notamment les formations professionnelles. Autre temps fort de cette conférence, c'est la projection des films documentaires sur quelques entreprises de la place, histoire d'inciter les jeunes à plus de créativité. Les artistes étaient aussi là pour meubler la cérémonie. Voilà une conférence animée par le docteur Ahmed Sow, président d'honneur du Parti pour le développement économique et la solidarité. 29e session ordinaire du comité sahélien des pesticides. Au cours des 5 jours de travaux seront débattus une soixantaine de dossiers relatifs à la recherche de financement, à la mise en œuvre du suivi sanitaire et environnemental de l'application des pesticides au Sahel et au principe d'homologation mondiale des pesticides. La rencontre qui regroupe les représentants des 9 États membres du SILS devra contribuer à une meilleure gestion des pesticides dans la sous-région sahélienne. Ramata Konati.
Avec une soixantaine de dossiers inscrits dans son agenda, le rendez-vous de Bamako sur les pesticides est axé sur la poursuite des chantiers entrepris par l'Institut du Sahel, notamment l'utilisation rationnelle des pesticides. Les partenaires nous demandent d'examiner les pièges à phéromones en vue de réduire les nombreuses applications de pesticides sur les arbres fruitiers. Nous avons des demandes d'évaluation des enclos traités avec les produits chimiques pour retenir les animaux. Des demandeurs de peinture traitée aux insecticides sont à notre porte. Nous devons examiner toutes ces demandes avec la plus grande objectivité et nous en tenir à notre mandat. Autre point important de cette rencontre de 5 jours, la recherche de financement et le suivi sanitaire et environnemental de l'application des pesticides au Sahel. Tous ces dossiers sont minutieusement étudiés par les représentants des 9 États membres du SILS réunis pour la 29e session du Comité sahélien des pesticides CSP. Je souhaite qu'au sortir de cette réunion, vous puissiez repartir avec des solutions pertinentes, efficaces et efficientes pour une meilleure protection phytosanitaire en vue d'un véritable accroissement de la production agricole et une meilleure sauvegarde de l'environnement. À l'ouverture des travaux de cette session, des distinctions honorifiques ont été remises à des membres du CSP pour leurs efforts en faveur de la gestion saine des pesticides au Sahel. Un mot d'agriculture en région de Caille, selon le constat de la Commission de développement rural et environnement de l'Assemblée nationale. La campagne agricole a été mauvaise. Les députés se sont rendus à Djombougou Marina pour faire le constat. Idrissa Gouloussi-Seko nous raconte. En région de Caille, la campagne agricole s'est caractérisée par un déficit pluviométrique qui n'a pas permis aux cultures de se développer normalement. Conséquence, en plusieurs zones, les céréales ne sont pas arrivées à maturité. Aussi, les cultures de décrue s'annoncent-elles mauvaises et pire, l'on note la présence d'oiseaux granivores. La saison hivernale n'a pas été bonne. Et la saison de décrue aussi, vous voyez sur le tas, c'est pas encore bon. Dans la région de Caille, la campagne agricole 2011-2012 a été caractérisée par un déficit pluviométrique assez important. Et également, cela aussi a entraîné un déficit en matière de crue. Le déficit pluviométrique a entraîné un démarrage très tardif de la campagne. Quand on regarde un peu par rapport au calendrier normal, dans la partie sud, les semis commencent généralement en mai-juin, mais cette année, les semis ont été situés au mois de juillet. À Marina Djombougou, les députés ont pu constater le cessement des cultures hivernales et de décrue. De Nyoro, Djema, Yelimane jusqu'à Caille, le constat est vraiment généreux, que ce soit les cultures hivernales, que ce soit les cultures de décrue dans la zone de l'ex-arrondissement de Séguéla et de Konyokari, vraiment la situation c'est la même. Donc vous avez vu que la situation, les cultures hivernales ont échoué complètement. Les cultures de décrue qui sauvent les producteurs aussi et les populations ont complètement échoué. Une réunion de synthèse avec le gouverneur et les directeurs régionaux a permis aux honorables députés de se faire une idée de l'ampleur du phénomène. Et toujours à Caille, le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali poursuit sa tournée dans la région. C'est dans le cadre d'une mission d'évaluation de la campagne agricole 2011-2012. Bakary Togola a rencontré les délégués consulaires de la Chambre régionale d'agriculture. Ils ont fait le point de la situation alimentaire dans la région et recensé les difficultés en vue d'une meilleure préparation de la prochaine campagne agricole 2012-2013. Envoyés spéciaux à Caille, Mamadou Sidibé et Bourama Traoré. Autour du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, les délégués consulaires des 7 cercles de la région des Cailles. Ensemble, ils font le point de la campagne agricole 2011-2012. Ils réfléchissent également à de nouvelles stratégies
à mettre en œuvre pour réussir la prochaine campagne agricole. C'est l'objectif même de la mission, de partager avec l'ensemble quand même du monde rural quand même, et les informer par rapport à l'évolution de la campagne et ensemble essayer quand même de faire des propositions aux plus autres autorités pour que ensemble on puisse quand même trouver dans les meilleurs délais quand même une solution à cette préoccupation-là. D'un constat général, les 126 communes de la région des Cailles partagent les mêmes préoccupations. En l'occurrence, les déficits céréaliers, l'insuffisance d'aliments bétail et l'achèvement précoce des points d'eau pour l'abreuvage des animaux. Bref, le tableau est jugé sombre. Je pense qu'on a une campagne très médiocre, une pluviométrie médiocre, parce que le cercle de Caille, la région de Caille, on a eu un retard de pluie. Les pluies ont effectivement démarré vers la deuxième décade du mois d'août. Et il a plu seulement environ 3 semaines. Du point de vue récolte, on peut dire qu'elle est vraiment à 80% inexistante. Et cela aura pour conséquence corollaire une menace d'insécurité alimentaire. Face à cette situation, les producteurs souhaitent la mise en œuvre de certaines actions urgentes, notamment la reconstitution des banques de céréales, la subvention d'aliments bétail et de semences pour la prochaine campagne agricole 2012-2013. Comme à Kita, le président de l'APECAM a insisté sur la gestion efficiente des stocks. Il a aussi invité le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires afin de réglementer l'exportation de céréales. Fin cet après-midi de la deuxième session de la Cour d'assises de Bamako, elle a pu examiner 61 dossiers et à l'arrivée, on retient 2 condamnations à mort, 11 emprisonnements fermes, 21 acquittements. Parmi les dossiers brûlants de cette deuxième session, notons le cas de terrorisme devant l'ambassade de France le 5 janvier dernier. L'intéressé a été jugé coupable et condamné à la peine capitale avec 10 millions de francs CFA d'amende. Sira Bachili nous donne les détails. 1 mois d'assises et 61 dossiers examinés pour sa deuxième session de l'année 2011, la Cour d'assises a siégé sur des cas de vol, de banditisme, de délinquance financière et de meurtre. Sur les 61 dossiers examinés, 57 ont été jugés. 3 affaires ont été renvoyées à la prochaine session. Parmi celles jugées, l'affaire du Tunisien Béchir Sinoum, le seul cas de terrorisme, celui-là même qui avait explosé une grenade devant l'ambassade de France le 5 janvier 2011. Il a été condamné à la peine capitale avec 10 millions de francs CFA d'amende. Parmi d'autres décisions rendues par la Cour, 24 emprisonnements fermes et 21 acquittements. Ce résultat appréciable a été possible grâce aux efforts fournis par tout un chacun. Je veux parler du gouvernement, des acteurs de la justice, du public, de la presse, etc. Ces journées passées ensemble ont été très riches en enseignements, tant pour la Cour elle-même que pour les accusés et les autres. Elles ont focalisé l'attention sur les maux qui gangrènent notre société et constituent en partie des infractions qui viennent d'être jugées. À travers la sentence prononcée, la société a réagi en donnant à chaque cas la réponse appropriée à travers la Cour. La meilleure solution cependant, mesdames, messieurs, est à mon avis une plus grande prise de conscience par chacun du rôle qui a le sien. Malheureusement, il y a encore à faire dans ce domaine. C'est pourquoi, insiste le procureur près la Cour d'appel de Bamako, la vigilance doit être de mise et aucun détail ne doit être négligé. La population est donc sollicitée pour dénoncer les individus au comportement suspect. Le terrorisme devient un fléau à caractère transnational et transfrontalier qu'il faut combattre. Et ce combat a été déjà compris et amorcé par les plus hautes autorités du pays, avec qui nous convenons de la nécessité d'harmoniser les actions et les textes, d'échanger les renseignements à l'échelle nationale, régionale et internationale, de renforcer la coopération et la formation sur les plans administratifs, judiciaires et sécuritaires à l'échelle nationale, régionale, continentale et internationale. La dernière session au titre de l'année 2011 de la Cour d'assises se tiendra dans 2 semaines. Elle traitera des cas de détournement de deniers publics et quelques crimes crapuleux. Ouverture vendredi dernier à Conakry de la 6e édition de la semaine commerciale de l'artisanat malien. Pour cette 6e édition, les artisans encadrés par la Fédération nationale des artisans du Mali ont proposé des produits et articles divers. Envoyés spéciaux à Conakry, Adama Keïta et Moïse Traoré.
La semaine commerciale de l'artisanat malien en Guinée est une initiative des plus originales de la sous-région. La 6e édition voit proposer des produits et articles pour une valeur marchande estimée à 112 500 000 francs CFA. Je suis venu, j'ai vu la Guinée. J'ai eu à échanger avec les autres collaboratrices. Chez moi, c'est ça vient au fond. Mais j'espère que les jours à venir, il y aura un changement pour moi. On souhaite vraiment la venue massive des experts maliens et à la fois des Guinéens ici. Comme d'habitude, ça s'est très bien organisé. On n'a rencontré aucune difficulté. C'est bien pour moi. Je remercie les présidents qui m'a amené ici avec des gens de finance, qui m'a amené pour vendre les choses ici. Je les remercie beaucoup. Wallah, je suis content de venir ici. Les produits et les articles des artisans maliens sont exposés dans 45 stands. Je profite de cette occasion et je ne me lasserai pas de la renouveler pour inviter nos collègues de la Guinée à envisager le principe d'une semaine de l'artisanat guinéen au Mali. Avec l'espoir que la FINAM poursuivra l'organisation de la SICAM en Guinée, j'invite la FINAM à organiser en 2012 la première édition de la semaine commerciale de l'artisanat guinéen au Mali. Le programme de cette 6e semaine commerciale prévoit un concert de la chanteuse Babani Kone. Une semaine organisée par la FNAM et ses partenaires. Ouvrons à présent une fenêtre sur les nuits ORTM. Partons d'abord à Sikasso et c'est Fatoumata Kone, 18 ans, qui est la nouvelle reine de la beauté de la 3e région. La lycéenne a été désignée ce samedi à la faveur de la nuit ORTM Sikasso 2011. C'était en présence du ministre David Sagara et de nombreuses personnalités nationales et régionales. Sekou Konaté nous relate la soirée. Pour la couronne 2011 de Miss ORTM Sikasso, elles étaient 11 postulantes, venues de Bougouni, Koutiala, Yanfolila et de Sikasso. Un jury de 5 membres présidé par Oumar Maïga de l'ORTM Sikasso a la charge de désigner la plus belle. La bataille des étoiles dans le ciel de la 3e région était dure et très dure. 4 tours de scène dans une salle Lamessa Bengali archi-comble avec en première ligne membres du gouvernement, autorités régionales et partenaires de l'événement. L'ambiance était féerique, avec Alou Sangari, Milmo et des artistes locaux. Un moment fort de communion avec les populations de la 3e région, comme annoncé par le chef de la station dans son message de bienvenue. À l'issue de la compétition, le jury a proclamé Mademoiselle Fatoumata Kone, 18 ans, élève au lycée Kallou Fofana de Bougouni, reine de la beauté 2011. Je suis très heureuse d'être la Miss Sikasso 2011 et je remercie tous mes partenaires de m'avoir soutenue. Elle a comme dauphine 2 Maïmouna Traoré, toutes de Sikasso. L'événement a une symbolique très forte pour les autorités, tant régionales que nationales. Ce soir, nous avons vu que les postulantes ont abordé pratiquement tous les thèmes d'actualité, et notamment les droits des femmes, l'excellence à l'école, etc. et beaucoup d'autres thèmes qui sont d'actualité. Donc, c'est dire que nous devons les encourager, nous devons les soutenir. On peut dire que félicitations à l'ORTM, félicitations pour le service au compte de la culture. C'est la célébration de la culture aujourd'hui. Et je pense que le message que nous avons entendu aujourd'hui, c'est un message pour le développement du Mali. Et nous disons bravo à chaque candidate. Et je pense qu'au niveau de Bamako, au niveau national, la Miss qui vient d'être choisie peut effectivement porter haut le flambeau de Sikasso et nous l'accompagnerons jusqu'au bout. Les prix de la meilleure tenue traditionnelle, de l'éloquence et de meilleurs messages ont été enlevés par Adam Sissoko de Bougouni, Fatoumata Kone de Bougouni et Maïmouna Traoré de Sikasso. Miss ORTM toujours, la plus belle fille de la 7e région s'appelle Leila Touré, elle a 18 ans. Les 7 membres du jury ont été émerveillés par la beauté et la qualité du message de Mademoiselle Touré. Elle succède ainsi à Alimatou Maïga et aura comme mission de faire en sorte que la couronne reste à Gao lors de la phase finale prévue à Bamako le 3 décembre prochain. C'est ce que nous dit Drissa Konati. Placée sous le signe de la lutte contre le VIH-Sida pour la 3e année consécutive, la participation des candidates à l'élection 2011 de la nuit ORTM à Gao a battu des records. Elles étaient 13 à être alignées au starting block. Ce nombre important de candidates n'a rien de surprenant, car c'est Gao qui détient la couronne, brillamment enlevée lors de l'édition du cinquantenaire par Mademoiselle Alimatou Maïga.
C'est Léla Touré, 18 ans, élève au lycée public de Menaka, qui lui succède à Gao, venu de Menaka aussi comme elle. La nouvelle reine de la beauté de la 7e région aura donc la redoutable mission de faire en sorte que la couronne reste à Gao lors de la finale du 3 décembre à Bamako. C'est une grande émotion, vraiment. Je ne sais pas comment est-ce que je vais l'exprimer. En tout cas, ça m'a vraiment plu et puis je souhaite de tout cœur encore remporter la finale à Bamako. Elle a comme première dauphine Awa Diallo et Lala Touré comme deuxième dauphine. Conformément à l'innovation introduite l'année dernière par le comité syndical de l'ORTM, les nuits ORTM ne sont plus un simple concours de beauté, elles permettent désormais de valoriser la culture des différentes régions. Les candidates qui ont défilé samedi soir à Gao l'ont fait de la plus belle des manières à travers tresses et parures, rappelant ainsi l'évolution historique des différentes composantes de la région de Gao. Cette soirée a été l'occasion de présenter le nouveau directeur de l'ORTM Gao, Daouda Zoumana Traoré, aux nombreux publics venus pour être témoins de cette soirée mémorable, dont l'animation culturelle était assurée par la jeune artiste de Menaka, Léla Gobi, et une brochette d'artistes locaux. Finale prévue donc à Bamako le 3 décembre. Bonne chance à toutes les filles. Du sport football à présent. L'AS Real a remporté hier le trophée de la Coupe INPS en battant en finale le Djoliba AC 2-0. C'était au stade Modibo Keïta. Silagatou Sissé a suivi pour nous cette finale. C'est dans un contexte particulier découlant de la crise actuelle du football malien que la Coupe INPS est organisée en partenariat avec la Ligue du district de Bamako. Disputée sous forme de championnat avec 5 clubs, le Djoliba AC, le CSK, l'ASCO, le COB et l'AS Real, la Coupe INPS a servi de mise en jambe en attendant le démarrage de la Ligue 1, saison 2011-2012. La finale de cette année, la 28e du nom, se joue entre le Djoliba AC, habillé en vert, et l'AS Real. La première période est pauvre en occasion de but, 0-0. La seconde se passe de tout commentaire. Les acteurs retrouvent les repères. À la 71e minute, Cheikh Abdelkader Koulibaly, entré en cours de jeu d'un coup franc magistral, trompe le gardien du Djoliba. Les Scorpions, plus mordants, ajoutent un deuxième but à la 87e minute par Abdrahman Traoré, lui aussi entré en cours de jeu. Le Djoliba est assommé. Dès lors, la tension monte tant sur la pelouse que dans les gradins. Le spectacle est désolant. Le match est arrêté un bon quart d'heure. Dans la foulée, Idrissa Traoré du Djoliba écope d'un carton rouge suite à un vilain geste sur Cheikh Abdelkader Koulibaly. Score final 2-0 pour l'AS Real. La longue histoire entre l'Institut national de prévoyance sociale INPS et la Ligue de Bamako est au beau fixe. Nous venons d'assister à un match très palpitant. Et pour moi, ce n'est pas surprenant parce que nous avons en face deux grands clubs de la capitale, à savoir le Djoliba Athletic Club et l'AS Real. C'est vrai, l'AS Real a gagné, mais pour moi, c'était la fête du football. Simplement, je déplore l'incident qui est survenu suite au deuxième but marqué par l'AS Real. Je voudrais commencer par remercier l'INPS pour son partenariat fécond avec la Ligue de Bamako depuis 28 ans maintenant. Je souhaite tout simplement que ce soit de bon augure pour la nouvelle saison sportive. Les regrettables incidents doivent interpeller à plus d'un titre les décideurs de notre football. Il y a urgence. Quittons les pelouses pour aller sur le tatami. Le 5e championnat national de Yoseikan Budo s'est disputé dimanche après-midi avec toutes les ligues régionales de Kai à Kidal. C'est un 5e championnat qui a été dominé par l'équipe de la BCAO. Le compte-rendu de Bapa Oumar Diop. Pour son 5e championnat national, le Yoseikan a montré de vrais signes de maturité. D'abord, la présence effective de toutes les régions administratives du Mali, de Kai à Kidal, ce qui montre son implantation vraiment nationale en 10 ans d'existence. Ensuite, son esprit moderne dans l'organisation en faisant gagner des médailles et trophées aux combattants. Et pourtant, l'organisation d'une compétition nationale, tel un championnat, dans le Yoseikan n'est pas facile.
Il y a 11 finales, 5 en messieurs, 5 en dames et une catégorie mixte, celle des pupilles moins 11 ans. Les 11 délégations présentes ont cherché leur place en benjamin 12-13 ans, minime 14-15 ans, cadet 16-17 ans, junior 18-19 ans et senior de plus de 20 ans. C'est ce courage à la tâche qui permet aujourd'hui au Yosheikan malien de faire son bilan avec fierté. De sa création en 2000 à nos jours, la Fédération malienne de Yosheikan Budo et disciplines associées a remporté plusieurs titres continentaux. Sa dernière grande victoire a été son titre de double championne ouest-africain, remporté ici à Bamako en août 2010. Durant cette année 2011, la Fédération malienne de Yosheikan Budo a organisé plusieurs stages techniques et examens de passage de grade à Bamako et à l'intérieur du Mali. Après 2 jours de compétition, commencés au dojo du Rail et bouclés dans le pavillon des sports, on retiendra le classement suivant. Premier, BCAO, avec 5 titres, 15 or, 9 argent et 3 bronzes. Deuxième, la belle équipe de CAI avec 2 titres, 6 or, 3 argent et 9 bronzes. Troisième, l'équipe de Sikasso avec 1 titre, 3 or, 9 argent. L'équipe de Koulikoro s'est distinguée par son esprit budo et a donc reçu le trophée du fair play. Les combattants sourmiers, Ibrahima Haïdara et Mohamed Sissé, tous 2 de Tombouctou, Karim Sanogo de Koulikoro et Nouhoum Touré, handicapés combattants de la BCAO, ont reçu des prix spéciaux d'encouragement. Il faut seulement se donner les moyens de faire plus que 2 jours de compétition en championnat national et la machine sera formidable. La chronique santé du jour nous parle des traumatismes en relation avec le port de casque obligatoire. Selon les textes, le port de casque n'est pas encore de rigueur dans notre pays. Pourtant, 30% des 12 000 cas d'accident de la circulation enregistrés par an à l'hôpital Gabriel Touré de Bamako ont des traumatismes crâniens dus au manque de casque. Des traumatismes qui peuvent conduire à la perte par le patient de certaines fonctions vitales. Focus Santé, une réalisation de Tessira Dambélé en rediffusion. Un matin ordinaire dans les rues de Bamako, les engins à 2 roues ravissent la vedette aux voitures et dans ce brouhaha, les motocyclistes qui portent le casque ne sont pas nombreux malgré la sensibilisation et les statistiques sur les accidents de la voie publique. Quand on regarde aujourd'hui la circulation, nous savons pertinemment que les Maliens ont commencé à porter le casque, mais le taux est très faible. Quand vous regardez, vous observez la situation, vous n'avez pas un port de casque sur 50. Sur 50 usagers, c'est quoi? Parce que ce sont les 2 passagers de la moto qui doivent porter le casque. Vous trouverez qu'il y a un casque sur à peu près 50 motocyclistes ou 50 passagers passés. Donc ça veut dire que le taux est très faible, alors que de l'autre côté, il y a les victimes qui pleuvent. 70% des tués des engins à 2 roues le sont par traumatisme crânien. Pourtant, presque tous semblent savoir pourquoi le port de casque est fortement conseillé pour tous ceux qui se déplacent sur des engins à 2 roues. Il y a plusieurs avantages. Ça protège la tête pour les accidents. Si, je connais. Voici, je connais très bien. Avec moi, je me protéger vraiment. Parce que il y a un accident qui est bébé, pour le cas où mais quand il y a un accident, vraiment, faut qu'il y ait un accident. Je suis sorti à la hâte, j'ai oublié les casques. Franchement, ça protège. Parce que j'ai vu plein d'accidents qui se sont passés devant moi, même le casque a beaucoup joué son rôle là-bas. Je l'ai égaré, bon, j'ai ça quand même, mais je l'ai égaré. Au service des urgences de l'hôpital Gabriel Touré de Bamako, les chiffres sont éloquents. 30% des 12 000 victimes des accidents de la voie publique qui arrivent ici ont des traumatismes crâniens. Entendez là tous les traumatismes du cerveau et de la partie haute du crâne contenant le cerveau. Des chocs qui peuvent être évités pourtant grâce au casque. Le casque a des fonctions qui permettent que la tête ne touche pas le sol. Le sol, il s'agit du goudron, il s'agit de la bordure de la route, il s'agit de tous les éléments des poteaux électriques qui sont sur le sol. Deuxièmement, quand il y a choc et que la tête touche
un objet. Le casque consomme l'énergie que la tête aurait pu recevoir directement et il y a une partie qui reste dans les casques et l'autre partie, pour la troisième fonction, le casque permet de répartir l'énergie du choc entre les points les plus durs de la tête. Même si quelqu'un tombe par exemple sur la nuque, vous allez trouver que ce n'est pas la nuque qui ressent le choc. C'est les autres parties qui ressentent le choc et donc la partie du choc qui arrive à la tête. Parce que toute l'énergie n'arrive pas sur la tête. Il y a une bonne partie qui est consommée par le casque et les éléments constitutifs du casque à l'intérieur du casque. Quant à la possibilité d'une prise en charge en amont de ces accidentés, les urgentistes sont d'avis qu'il faut protéger la tête dans ses composantes, peau, os et tissu cérébral. Quand on a un impact sur le crâne, traumatisme crânien, le cuir chevelu peut être atteint. Et s'il est atteint, derrière ce tissu, cette peau, il y a beaucoup de vaisseaux, c'est-à-dire ces tuyaux qui vont conduire le sang. Ces tuyaux peuvent être cassés et le patient peut saigner, il peut perdre beaucoup de sang. Rien que cette grande perte de sang, ça peut engager le pronostic vital, c'est-à-dire que le patient peut mourir de cela. Après le cuir chevelu, nous avons l'os. L'os, il est dur, c'est vrai, mais il n'est certainement pas dur comparé au goudron. Donc cet os peut se casser. Ça aussi, c'est une complication du traumatisme crânien. On peut aller au-delà de l'os. Au-delà de l'os, nous avons le tissu cérébral. Et ce tissu, il faut retenir que le contenu dans la boîte crânienne, ce contenu, il est fixe. Dès lors qu'on dépasse un certain âge-là, il est fixe, il ne doit plus modifier. Dès lors qu'il y a du sang qui vient se mettre là-dedans, le volume, il va varier et le patient va présenter ce que nous appelons une hypertension intracrânienne. Et comme conséquence, c'est que le tissu cérébral qui nous permet de vivre va être coincé. Il va souffrir. Et s'il souffre, on va le ressentir sur le corps. Il y aura des endroits du corps qui vont être paralysés. On ne pourra pas peut-être bouger la main, on ne pourra pas parler, c'est ce qu'on appelle le coma, on ne pourra pas bouger la jambe. Parce que ce tissu cérébral, il est en souffrance. Au service des urgences de l'hôpital Gabriel Touré, le balai des ambulances de la protection civile est quasi permanent. C'est ici que se sent le plus l'ampleur de la tragédie qui se passe sur les routes. Les motocyclistes sont concernés par environ 60% des accidents de la voie publique. Dans plus de 45%, c'est des jeunes. C'est des jeunes. Et imaginez-vous, des jeunes qui vont perdre la vie parce que seulement il n'y a pas de casque. C'est inadmissible. Malheureusement, même ceux qui ne meurent pas, ils vont garder des séquelles qui sont à la limite incompatibles avec la vie. Parce que quelqu'un qui est là, qui est dans le coma, qui ne peut pas manger de lui-même, il faut qu'on le nourrisse, il faut qu'on le déplace, il faut qu'on lui fasse tous ses besoins. Je pense que c'est plus que gravissime. Donc c'est plus qu'indispensable lorsqu'on circule sur la nageur à deux roues, de porter un casque. Services économiques et services en charge de la sécurité routière ont déjà élaboré des critères pour les casques pouvant être importés au Mali. L'idée de la vente des casques avec les engins à deux roues est aussi en train de faire son chemin avec comme enjeu principal la réduction du nombre de jeunes victimes de traumatismes invalidants. Voilà, il faut porter le casque. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle que le président de la République a quitté Bamako aujourd'hui pour le royaume des Pays-Bas et c'est dans le cadre d'une visite officielle de 3 jours. Le journal de la FEBAC, c'est aux environs de 21h30. Vous avez également rendez-vous avec Aïssata Ibrahim Maïga d'information continue. Cette édition est terminée. Merci à vous qui nous suivez tous les soirs. Je vous dis à demain. Excellente suite de programmes sur votre télévision nationale.